mais c'est vrai que j'ai l'impression que que dans une histoire, les personnages avancent ou progressent, ou en tout cas bougent par des successions de conflits. Je ne sais plus qui m'avait dit d'ailleurs, est-ce que c'est pas Jean-Claude Carrière, il m'avait dit que euh, dans chaque scène, dans un film ou un scénario, dans chaque scène, il devait y avoir un conflit, avec même discret, avec une question et une résolution. Voilà. Et c'est ça qui faisait avancer les personnages, et qu'à la fin de la scène, ils n'étaient plus comme ils étaient au début, qu'il fallait donc qu'il y ait une évolution et qu'elle passait par le conflit. Alors ça, c'est vrai que c'est très théorique. Alors, ce que vous me dites, moi, me rappelle à des, me ramène, oui, me rappelle peut-être des questions philosophiques, même si c'est un peu pompeux. Ça me rappelle surtout des devoirs de philo, quoi. Des devoirs de philo où je crois que j'avais dû un jour travailler sur peut-on parler de liberté sans libération. Voilà. J'ai l'impression que c'est personnel aussi, donc c'est forcément transpiré par les personnages. Je crois que la liberté, c'est pas acquis, quelle qu'elle soit. La liberté d'être un jour soi-même, de penser, d'avancer, d'agir. Euh, je pense que ça doit passer par une bataille. Alors la bataille peut être intérieure, mais elle est forcément. Les adversaires sont souvent incarnés, quoi. Ça peut être des personnages de l'entourage, ça peut être, vous dites, ça peut être un vice, ça peut être une vertu, ça peut être un obstacle physique, ça peut être un obstacle moral. Mais je pense que si on n'a pas ça, je pense qu'on se contente d'être sur des acquis. Alors là, je prends l'exemple c'est tout frais, hein, je prends l'exemple de Mathilde, le personnage principal du roman. Euh, elle peut ne pas se poser la question, celle que vous me posez en tout cas, parce qu'elle a une vie toute tracée. Elle est, tout va bien avec ses parents, tout va bien avec ses grands frères, tout va bien à l'école, elle est pris d'excellence. Et voilà, on lui indique, on la piège un peu pour qu'elle rencontre, par un faux hasard, quelqu'un qui risque de lui correspondre dans sa vie privée et sa vie amoureuse. On lui indique son métier dans la société familiale, et elle peut très bien vivre comme ça, jusqu'à la fin de ses jours. Mais j'ai l'impression qu'elle n'aura jamais crevé ce qu'on appelle, ce qui est à la mode aujourd'hui, ce fameux plafond de verre dans lequel elle est protégée. Vous pouvez nous parler de cette confrontation que vous-même vous avez avec des réalités historiques et politiques et sociales au cours dans vos films et maintenant dans votre livre. Je suis toujours intéressé, en tout cas pour la conduite de mes personnages. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire, forcément des films d'époque, mais des films qui sont déjà un peu derrière nous, dans un temps derrière nous. J'ai un regard différent parce que on a un regard historique, et je peux mieux situer leur comportement, comment ils sont pris, ballottés, transformés, alors que eux, étant dans le temps présent, ne s'en rendent pas compte. Voilà. Ils n'ont pas le même recul que l'auteur que je suis ou que d'autres auteurs ont sur leur personnage. C'est vrai que là, alors je disais qu'on est tous confrontés à des univers politiques, économiques, sociaux. Bon, moi, je suis fils de militaire qui a fait 3 guerres. Je suis né après la première guerre de mon père, qui était la guerre de 40. Première défaite, il y a eu la guerre d'Indochine. Deuxième défaite, il y a eu la guerre d'Algérie. Pas forcément une défaite militaire, en tout cas un statu quo, et que De Gaulle a transformé politiquement en victoire pour les Algériens et en défaite pour l'armée française, en tout cas. Voilà. Donc j'ai été, pas baigné là-dedans, mais j'ai été imprégné de ça, parce que j'avais un père qui était absent, et non seulement absent, mais en danger. La guerre, et en plus c'était des périodes où on n'avait pas de nouvelles, il n'y avait pas de portable, pas de fax, voilà, il y avait que des courriers qui arrivaient en plus très, très longtemps après le postage de la lettre. Donc forcément ça m'a marqué, et puis moi j'ai grandi dans une France qui avait un empire colonial, et puis un jour on s'est tous retrouvés avec un hexagone
il y a forcément une perte d'influence, une perte d'importance. Et je pense que, beaucoup de gens, inconsciemment, l'ont vécu dans leur chair et l'ont mal vécu, d'ailleurs. C'est ce que j'essayais de raconter. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé avec le film Une femme française, entre Daniel Auteuil, c'est l'histoire de mes parents, hein, entre Daniel Auteuil et Emmanuel Béard, où en gros, le déclin d'un pays entraînait irrémédiablement le déclin du couple, d'autant plus que lui, militaire, symbolisait juste avant la guerre la jeunesse, l'ambition, le prestige, et que les défaites successives et les reculs politiques ont fait de lui un être amer et silencieux, et elle a vu un homme se transformer, et elle rêvait d'autre chose. Donc, ayant grandi dans ces univers-là, dans ces tensions-là, dans ces silences aussi, évidemment, je suis forcément très très sensible au monde dans lequel on vit, quoi. Je peux pas raconter une histoire séparée de son contexte. J'aurais du mal. Et, et dans SOS, c'est oui. Et dans il faudrait parler un peu dans le temps de oui, dans le temps des ados, c'est très important aussi. Je pense qu'il faut en parler parce que c'est... Oui, vous êtes un des réalisateurs qui en parle vraiment de manière... En tout cas, qui parle de la vie sous le communisme. Oui. Moi, j'ai grandi dans la deuxième moitié du XXe siècle, et le XXe siècle, je crois que si un jour on revient dessus, c'est le siècle du communisme. 1905, mur de Berlin 1989, fin de l'URSS, dislocation de 1991. Donc je pense que ça a imprégné cette doctrine et qui a divisé le monde en deux. Et la moitié du monde, d'ailleurs, vivait sous un régime marxiste-léniniste qu'on peut appeler aussi communiste. Alors, on était confronté à un pays qui était encore sous la chape, quoi, dans les habitudes, les comportements, les silences, les dissimulations, les appartements communautaires, les espionnages, la méfiance. Voilà. Et ça m'a... Je trouve que c'est un univers extrêmement romanesque, un univers extrêmement cinématographique. Je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu plus de films, même russes. Mais peut-être qu'il y avait une censure. Hein. Ils pouvaient le montrer et puis ils ne pouvaient pas le démonter. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'avais fait Est-Ouest, les Russes m'ont dit le film que tu as fait, on ne peut pas encore tout à fait le faire, nous, tel que tu l'as montré. On pensait que ça bougerait, on pensait que ça bougerait jamais. Il y a des moments comme ça, quelque chose s'installe dans le monde et on a l'impression que c'est pour toujours. Et nous, on pensait qu'il y aurait les pays capitalistes et les pays communistes, la guerre froide et l'équilibre d'ailleurs finalement avec des moments chauds comme la crise de Cuba et des missiles installés à Cuba en 63, 62. 63, mais voilà. Et puis après, ils avaient chacun leur zone d'influence. Ils avaient chacun des territoires en Afrique, en Amérique du Sud. Ils se faisaient la guerre au bout du monde. Ils ne se faisaient pas la guerre directement. D'ailleurs, c'est vrai que tout ça imprègne le livre, parce que Stanislas est à la fois un enfant d'immigrés ukrainiens. Il ne peut pas être communiste, mais en même temps, il commence sa carrière comme à la SNCF comme cheminot. Donc, je peux imaginer qu'il appartient à des syndicats, que la question politique se retrouve toujours posée. Et, en fait, ça revient toujours à des histoires de construction et de... alors, c'est vraiment personnel, hein, c'est des choses vécues, mais que peu à peu j'ai mis en film ou en histoire, mais j'ai l'impression que, je le dis tout à l'heure autrement, mais pour se construire, il faut d'abord passer par une démolition. Voilà. C'est la question d'ailleurs, c'est un questionnement qu'elle fait pour elle-même, mais Mathilde se demande justement, elle a devant elle l'exemple de celui qui a accepté tout, qui n'a rien changé, qui n'a rien démoli, c'est son grand frère, et elle en parle en disant il est persuadé que l'enseignement qu'on lui a apporté, humain, social, scolaire, philosophique, moral, religieux. C'est quelqu'un qui a reçu un enseignement de la vie, des parents, des curés, des profs, des familles. Et en gros, à l'âge où on peut commencer à se poser des questions, est-ce que ça me convient? Il n'a jamais dévié de ça. Et c'est des gens qui, jusqu'au bout de leur vie, seront assis dans ces certitudes. Et qu'on ne peut pas changer. Donc je crois que
la seule chose qu'on peut faire, parce que Mathilde est entourée d'une, je pourrais appeler ça d'une caste faite de ce moule-là, la seule chose qu'elle peut faire, c'est partir. Serait cinéphile ou marqué par le cinéma et bon, c'est tombé sur Mathilde et qu'elle en ferait des références. D'ailleurs, c'est une phrase que j'avais mise à un autre personnage et finalement que j'ai mise dans la bouche d'un ami de Mathilde dans le livre qui s'appelle Martin, qui est metteur en scène, avec qui elle travaille, et qui lui a donné ce conseil parce qu'ils sont devenus assez proches. Il lui a dit si un jour dans la vie tu ne sais pas quelle décision prendre, pense aux héros de film que tu aimes et que tu préfères et demande-toi ce qu'il ferait à ta place. Voilà. Mais au niveau quotidien, nous, on est dans la salle, on est très content parce qu'on voit un petit mec pas très joli qui décide de draguer Julia Roberts et il y va. Et il lui dit vous pensez que je suis pas fait pour vous, vous vous trompez. Voilà. Et nous, dans la vie, on va pas le faire. Et sur l'écran, le mec le fait et on dit bravo. Et je pense que très souvent, et c'est ce qui fait qu'un film est séduisant, attirant et très plaisant et nous conforte et nous rassure, c'est que les gens ont une audace qu'on n'a pas, je pense. Donc, mais Mathilde, je pense qu'elle a... je sais pas, peut-être que c'est inconscient chez elle, mais par exemple, lorsqu'elle monte dans cette cabine de locomotive, parce que le train est absolument bondé pour aller à Paris et qu'elle écoute le cheminot, qui est un ancien, qui aurait voulu être mineur et qui est devenu conducteur de train et qui est fou de cinéma, il parle des échanges à travers le cinéma et il lui parle de son amour des trains, des gares et des scènes de train dans les films. Qu'après, quand ils arrivent à la gare, il s'est passé quelque chose entre eux. Je pense que si elle n'était pas nourrie de cinéma, je ne suis pas sûr qu'elle le suivrait. Je pense qu'elle le suit parce que une héroïne de film le ferait et on dirait elle est gonflée, ouais, mais c'est bien, voilà. Il y a ça. Et je pense qu'à ce moment-là, le fait que lui, je ne sais pas s'il la drague, en tout cas, il la séduit. Il la séduit très naturellement, en lui parlant de manière très ouverte, avec les sentiments qu'il a éprouvés, en voyant des personnages et tout. Très naturellement, elle se coule dans un univers de romanesque et qu'elle le suit comme si elle était une héroïne de film. Et puis, bon, et alors, et après, je pense que ça a été une pente naturelle dans l'écriture, c'est que par un hasard, en fait, que son mari est conducteur de train, la CNCF commande un film sur les essais du TGV et on demande à son mari d'être le conseiller technique. Voilà. Et elle dit est-ce que je peux venir au tournage? Voilà. Elle vient au tournage parce que ça l'intéresse et elle tombe sur un metteur en scène qui a fait un film industriel mais qui est un homme de cinéma. Et très naturellement, elle rentre dans le cinéma et elle devient scénariste. Alors ça me permet, effectivement, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir raconter le cinéma de manière romanesque, c'est-à-dire à travers un personnage qui rentre dans le cinéma, de pouvoir construire des chapitres ou des épisodes sur les difficultés qu'elle rencontre, sur des obstacles, sur des réussites, sur des difficultés, sur c'est quoi le parcours d'un film, c'est quoi le parcours d'un écrivain, c'est quoi le parcours d'un cinéaste, c'est les moments de perdition, c'est les pannes, c'est les succès, c'est la sélection à Cannes, c'est une récompense à Cannes, c'est la vie qui change, et puis c'est le regard des autres sur vous, parce que quand vous faites du cinéma et que vous êtes un auteur, ben, le sachant ou le sachant pas, vous avez un peu volé la vie des autres. Elle est en vous, ou alors si elle n'est pas en vous, vous la trouvez intéressante et vous la transformez, la déguisez, vous en faites des scénarios et des histoires. Donc les auteurs deviennent des gens à risque. Et puis voilà, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'un auteur pourra toujours se voir reprocher par quelqu'un de son entourage, mais c'est ma peau là que tu m'as piqué là. Oui, mais j'ai pas fait attention, ou alors, mais c'était en moi aussi quoi. Oui, mais j'en étais imprégné, donc j'ai trouvé ça aussi très 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 intéressant à traiter, et puis j'en ai profité pour, je pense, redonner aussi le plaisir ou l'amour du cinéma, ou en tout cas la joie qu'on a à en faire malgré les difficultés, malgré les financements qu'on n'arrive pas à trouver, malgré les acteurs qu'on n'a pas, malgré l'idée qu'on a d'une scène, et puis à la fin de la journée, elle est autre, mais il faut accepter qu'elle soit autre. Il faut accepter que ce qu'on a filmé ne soit pas ce qu'on a écrit. Enfin, donc j'avais cette joie à raconter un métier qui, moi, m'a construit aussi. Je me souviens, je ne sais pas si je l'ai piqué sur la plage ou si je l'ai piqué je ne sais pas, chez le dentiste, mais je me souviens très bien de Cinémon, des ciné-revues, quoi.
et qui était aussi un peu people quand même. C'était pas, voilà, c'était plus people de cinéma que film. J'ai évidemment assisté au début de première, quand c'était lancé par Esposito et Lavoigna. Mais j'ai beaucoup aimé le deuxième magazine qu'ils ont créé, qu'ils ont appelé Studio Magazine, où il y avait une maquette déjà, il y avait une mise en page et une maquette qui était très soignée, qui était assez luxueuse, pour pas l'employer, mais enfin bon, comme dit tout le monde, il y avait quelque chose de glamour dans ce travail. Il y avait d'excellentes photos, et puis la principale qualité de ce magazine, qui était toujours d'ailleurs Esposito et Lavoigna, les transfuges, évidemment c'était l'amour du cinéma, mais tous les cinémas. J'ai apprécié qu'ils élargissent par rapport à beaucoup de revues qui sont quand même très spécialisées sur les cinémas d'auteur et qui célèbrent les cinémas d'auteur et qui consacrent juste une notule critique sur un film populaire, même s'il est émouvant et bien foutu. Et j'ai aimé la direction, enfin les goûts qu'ils avaient du cinéma en large, parce que moi j'ai découvert le cinéma dans les salles de quartier quand j'étais môme, ma mère me laissait au cinéma le jeudi pour vivre sa vie, ou le mercredi, je sais plus. Et le dimanche, on allait en famille voir des films, mais c'était des films cinéma de quartier, les films d'aventure, les comédies, les mélos, les films populaires. Et je ne me suis mis aux films d'auteur que ado, quand je me suis dit c'est quand même ce que je préfère, c'est aller au cinéma. Donc j'ai attendu 16, 17, 18 ans pour aller au studio de l'Étoile ou pour aller à la Cinémathèque. Mais j'ai été nourri je sais pas, de 7, 8 ans jusqu'à la majorité. J'ai été nourri ouais, de cinéma populaire, quoi. Donc je retrouvais ça dans le studio et je trouvais ça très bien.